Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet, ravi d'accueillir aujourd'hui Sébastien Huron, CEO de Virbac. Bonjour Sébastien. Bonjour à tout le monde. Alors vous êtes toujours aussi formidable et fidèle. La semaine dernière, vous étiez plus de 200 inscrits pour écouter Stéphane Damota, le Chief Sales Officer de Cegid. Le Cegid, c'est le troisième ERP dans le monde après SAP et Oracle. Et il nous a parlé de la révolution du management participatif. Je vous invite à retrouver cette masterclass soit sur notre chaîne YouTube, soit sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par Incentive qui accompagne le parcours des commerciaux dans les entreprises avec l'objectif de réussir ensemble. Donc, Incentive va vous aider à accompagner l'onboarding, onboarder en équipe, performer en équipe avec l'animation de la performance et des challenges et progresser en équipe avec la gamification de l'amélioration continue. Incentive a contribué à une croissance supplémentaire de 370 millions d'euros pour ses clients et nous travaillons dans une vingtaine de pays disponibles dans 9 langues dans des secteurs très variés comme la banque, l'assurance, la santé et les technologies. Voilà, la page de publicité est terminée. Aujourd'hui, nous accueillons donc Sébastien Huron, CEO de Virbac, un des leaders de la santé animale dans le monde. Est-ce que, Edouard, tu peux nous faire le portrait de Sébastien, s'il te plaît? Avec plaisir. Sébastien Huron, vous avez fait des études de vétérinaire, puis vous obtenez un MBA en finance que vous complétez avec diverses formations dans des écoles de commerce prestigieuses. C'est donc naturellement que vous débutez votre carrière dans un secteur qui vous est cher, puisque vous intégrez le département vétérinaire en tant qu'assistant marketing du directeur France chez Unisabi, leader du marché à l'époque. Vous intégrez ensuite Heust, où vous avez occupé le poste de directeur marketing de la division santé animale pour l'Amérique latine et avant cela le Brésil. Enfin, en 99, vous êtes nommé directeur général. En 2000, vous faites vos valises pour les États-Unis et intégrez Intervet, où vous prenez le poste de directeur du groupe de développement des marchés d'Amérique du Nord. Après seulement 2 ans, vous devenez membre de l'équipe de direction internationale de recherche et développement. En 2004, vous décidez de créer le département animal de compagnie, département qui vous tient à cœur et dont vous devenez le directeur. En 2006, vous intégrez votre société actuelle en tant que directeur de Virbac Espagne-Portugal. Comme le reste de votre carrière, vous gravissez les échelons pour devenir respectivement directeur de la zone Europe, puis chef des opérations commerciales mondiales, qui vous a valu une place à part entière au conseil d'administration. Enfin, en 2007, vous êtes nommé PDG à l'âge de 47 ans pour, entre autres, vos connaissances du marché dans le monde prouvées grâce à vos expériences passées et votre maîtrise des langues, votre formation de vétérinaire bien sûr, et votre expertise en management, marketing, recherche et développement, et bien d'autres. C'est peu dire que nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui pour cette masterclass où vous allez nous parler de l'excellence opérationnelle, un sujet que vous connaissez bien grâce à vos 30 ans de carrière exceptionnelle. Quel parcours Sébastien, vous avez parcouru le monde, vous avez franchi tous les échelons au gré des rachats, vous m'expliquiez juste avant qu'on débute cette masterclass, finalement vous avez eu plein d'expériences dans des boîtes différentes, tout en restant dans le même groupe au fur et à mesure des fusions-acquisitions. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot comment évolue le marché de la santé animale ces derniers mois? On entend beaucoup parler de que les gens veulent à nouveau des animaux de compagnie. Est-ce que vous pouvez nous dire en juste quelques mots comment évolue ce marché aujourd'hui? Oui, c'est un marché qui a prouvé être essentiel. Il a démontré une énorme résilience pendant la crise de la Covid. Et en fait, c'est un marché qui se porte très très bien. Il se porte très très bien parce qu'au niveau des animaux de compagnie, on a constaté un fort niveau d'adoption. Et alors, moi j'explique par 3 critères. Un, il y a de l'adoption forte, donc plus d'animaux. Et souvent, c'est des chiots et les chatons dans la première année où on s'en occupe beaucoup. Deuxièmement, avec le télétravail, on pense que les gens sont beaucoup plus en proximité avec leurs animaux de compagnie et détectent plus facilement des pathologies. Le chien qui se gratte, le chien qui boite quand vous êtes au travail du matin au soir, c'est plus difficile à identifier. Donc, on imagine qu'il y a une recrudescence des nombres de visites chez le vétérinaire liées à ça. Et puis, comme les personnes ne sont pas parties en vacances, n'ont dépensé moins d'argent au restaurant ou ailleurs, en voyage, il semblerait qu'ils dépensent aussi plus dans leur panier moyen. Donc, il y a 3 facteurs qui font que le marché se porte très, très bien. On a connu une croissance, nous, de plus de 20% là, sur cette année.
plus 20% en 2021 avec un effet 2020, un creux en 2020 ou ça a été aussi une belle croissance en Non, 2020? en 2020, on a fait de la croissance aussi. Enfin, ça dépend comment on regarde avec les taux de change, mais on était à plus 5, si ma mémoire ne me faillit pas, plus ou moins à taux de change constant. Et là, on est au-delà de plus 20. Et donc 25% de croissance et par rapport au marché? Même plus que ça. Alors, on bat le marché très largement. Le marché est à plus 10, là, et nous, on fait plus 20 pour faire simple cette année. Et l'an dernier, le marché était plutôt aussi flat. Nous, on a fait une croissance alors qu'on avait vendu notre premier produit. Donc, voilà. En plus, sans avoir vendu ce produit, on aurait encore fait de la croissance au-delà de ça. Donc, on a une très, très belle performance. Extraordinaire, bravo. Alors aujourd'hui, on est là pour parler avec nos auditeurs de stratégie et d'excellence opérationnelle, des tensions qui peuvent parfois exister entre la vision long terme et la vision court terme. Est-ce que vous pouvez, Sébastien, nous donner votre vision de ce que c'est que la stratégie? Oui, en tous les cas, quand on a commencé à échanger, vous et moi, j'ai dit que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Parce que très souvent, j'entends les présidents, les CEO dire bah, moi, ma stratégie, c'est d'être numéro un, d'être le premier. Et pour moi, c'est tout sauf ça, la stratégie. La stratégie, ça se définirait plutôt où est-ce qu'on veut jouer, c'est quoi les terrains de jeu, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre nos ressources, nos investissements, notre argent. Et l'argent et les ressources sont jamais totalement illimitées. Et comment on va gagner. Comment on va gagner. Et donc, voilà, où est-ce qu'on joue et comment on gagne. Et donc, c'est très différent de ce qu'on entend souvent. Et en fait, dans la stratégie, l'idée, c'est, imaginez-vous, vous avez plusieurs chemins que vous pourriez choisir. C'est sur quel chemin vous vous engagez pour essayer d'être le plus différent possible et pouvoir créer le maximum de valeur. Et donc, c'est une recherche de position unique, en fait. C'est ça la stratégie, c'est d'essayer d'être seul, d'être unique, ce qui permet de maximiser ses prix, ce qui permet de maximiser ses marges et ce qui permet d'aller chercher un maximum de valeur. Donc, la stratégie, c'est vraiment choisir un chemin différenciant, unique, sur lequel vous allez, si possible, vous retrouver seul. Alors, ça arrive rarement, mais en tout cas, dans une situation la plus proche, vous aspirez au monopole. Voilà. Ce qui est très différent de l'excellence opérationnelle, qui est de dire, je me suis engagé sur un chemin, et je ne suis pas seul. Comment je vais faire pour marcher plus vite, aller plus vite, être plus fort, plus rapide, plus astucieux que ceux qui sont sur le même chemin que moi. Donc, dans la stratégie, on essaie d'être seul, unique, différenciant. Dans l'excellence opérationnelle, on essaie de battre les concurrents sur des dimensions similaires. Donc, on est tous sur le même chemin. Et sur ce chemin-là, on doit être plus rapide, plus agile, plus efficace que les autres. Il y a quelques années, un bouquin de management qui a eu beaucoup de succès, écrit par deux professeurs de l'INSEAD, qui s'appelait Océan Bleu, avec l'idée que on se battait tous dans des océans rouges, donc des océans où il y avait beaucoup de requins, où il y avait beaucoup donc de sang, et que la stratégie, ça consistait à aller trouver des espaces dans l'océan qui étaient bleus, donc avec beaucoup moins de requins. C'est ça votre vision de la stratégie, finalement, c'est de trouver ces océans bleus? C'est pas je ne sais pas si c'est ma vision de la stratégie, mais en tout cas, c'est effectivement ce que disait ce bouquin et c'est ce que disait Michael Porter, qui est considéré un des gourous de la stratégie, qui est effectivement cette vision de dire il ne faut pas mélanger les deux sujets. On a besoin d'avoir une réflexion stratégique qui nous porte sur des chemins de valeur, de création de valeur, où on essaie d'être effectivement de comprendre quels sont nos avantages compétitifs, nos avantages différenciants par rapport à la concurrence, et ensuite vous ne pouvez pas être unique et en monopole ou rarement, et quand vous ne l'êtes pas, c'est là que rentre en jeu l'excellence opérationnelle où il faut que vous soyez plus efficace et plus performant que vos concurrents. Alors, la santé animale, finalement, c'est les maladies des chiens et des chats et des animaux d'élevage sont un peu les mêmes dans le monde. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les molécules que vous développez ne deviennent pas des commodités et comment est-ce qu'on trouve son océan bleu dans la santé animale? Alors, ce n'est pas tout à fait ça comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Nous, par exemple, en 2008, on s'est posé la question de la population mondiale va croître énormément, on sera 10 milliards en 2050 a priori, et plus les classes moyennes se développent, plus elles mangent des protéines. Bon. Et donc, sur quel type de protéines on va investir, quel type d'industrie on va supporter avec nos produits, nos médicaments. Et là, on a fait une analyse et il y a deux protéines animales qui sortent du lot, ce sont les poulets, la viande de poulet, parce qu'elle consomme moins d'eau que la viande de bovine pour produire. Il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande bovine. Il faut beaucoup moins pour le poulet. Et puis l'indice de conversion, c'est-à-dire la quantité de muscles ou de protéines produites par un poulet par rapport à ce qu'il mange, c'est à peu près un ratio de 1 à 2 pour faire ça. C'est-à-dire qu'il faut 2 kg qu'il mange pour qu'il produise 1 kg de viande. Donc le rendement n'est pas trop mauvais. La vache, c'est 8. Il y en avait une autre qui est le poisson, qui est encore meilleur. Et le poisson est encore meilleur parce que lui, il n'a pas besoin de réguler sa température. En
fait, une grande partie de l'énergie que vous mangez, de l'aliment, est utilisée pour réguler votre température. Il fait 20 degrés, enfin maintenant il fait même plutôt 5 ou 10 dehors, votre température est à 37 degrés, donc vous avez une forte déperdition d'énergie. Et c'est pour ça qu'une partie de l'aliment que vous mangez, il sert juste à ça, à réguler votre température. Donc vous ne produisez pas de muscles quand vous mangez, vous gaspillez une grande partie pour ça. Le poisson n'a pas besoin de réguler sa température. Il y a des poissons qui gardent la température de l'eau. Leur corps se met à la température de l'eau. Donc il y a moins de déperdition d'énergie et donc ils produisent beaucoup plus de protéines pour la quantité de protéines ingérées. Et donc on a fait le choix stratégique d'investir dans le poisson parce qu'on s'est dit à l'époque, on est en retard sur le marché du poulet. Il y a déjà 4 acteurs. Nous, on n'a rien à offrir d'autre, donc on va rentrer dans un marché de commodité, l'océan rouge. Et sur le poisson, il n'y a personne qui est allé. Donc, on va y aller. Et bien aujourd'hui, on est un des leaders, si ce n'est le premier acteur mondial sur le poisson. Et c'est la protéine qui croît le plus, parce qu'aujourd'hui, comme dans la pêche, il y a de moins en moins de poissons dans la mer, c'est tous les élevages d'aquaculture, de saumon, par exemple les tilapias, qui sont en train de croître. Et nous avons, nous, les Virbac, des positions majeures sur ces segments où on est en train de développer des vaccins, etc. Et on sera seul. Alors seul, pas totalement seul, bien sûr, il y en a d'autres qui arrivent, mais on sera les premiers, les plus gros et avec une force de frappe plus forte. Donc ça, c'était vraiment une décision stratégique. Voilà. Et maintenant, l'excellence consiste à arriver à développer nos vaccins plus rapidement que ce qu'on fait normalement. C'est-à-dire s'il faut 5 ans pour développer un vaccin, c'est essayer de développer en 3 ans. C'est de définir dans quel marché on va mettre les réseaux commerciaux en place. Par exemple, en Afrique, il y a des tilapias se développent très rapidement, il n'y a pas les infrastructures, il y a des besoins qui ne sont pas couverts, donc il faut réfléchir où est-ce qu'on veut investir notre argent pour être le plus performant possible. Et alors vous, en tant que CEO, comment est-ce que vous allouez votre temps sur les 2 sujets, long terme, stratégie, définition des grandes orientations et exécution opérationnelle? En fait, je crois qu'une des grandes réussites de Virbac depuis 4 ans, ça a été la discipline et la rigueur d'exécution. Donc, on a passé du temps à faire de la stratégie lorsque j'ai repris la direction générale du groupe, fin 2017, début 2018. On a établi une stratégie et on a défini 50 projets opérationnels qui venaient en soutenance de la stratégie, en soutien à la stratégie. Et ce qui nous a, je crois, vraiment bien réussi, c'est d'être capable de mettre en place ce qu'on appelle un board office, qui est une petite équipe comme une équipe de projet de management de projet qui a suivi l'exécution de ces 50 projets. Alors, donc, certains, on voit mensuellement les résultats, d'autres, c'est trimestriellement, d'autres, c'est annuellement, en fonction de la granulométrie des sujets. Mais c'est ça, je crois, qui nous a permis d'être très performants. Donc, on n'a pas totalement dissocié l'un de l'autre, puisque l'un est au service de l'autre. Mais la stratégie, ça ne se revoit pas tous les 5 matins. Donc, je passe moins de temps sur la stratégie. Donc, si je devais dire quelque chose, je dirais 30-70, 30% pour la stratégie, qui est de définir le cadre, définir les axes, définir les priorités. Et puis ensuite, on est à la recherche de performance au jour le jour. Donc, je suis plus sur la deuxième dimension une fois que le cadre a été défini. Et de temps en temps, le cadre est revu. Par exemple, après 3 ans, là, on a réajusté un petit peu la stratégie sans changer les axes, mais en les reprécisant et en donnant une dimension à 2030. Voilà, on a profité du changement de décennie pour relancer la machine après la Covid avec une vision en 2030 et une dizaine d'axes stratégiques sur lesquels on travaille. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette cellule de programme qui suit les projets, les 50 projets en support de votre stratégie? Comment est-ce que vous l'avez organisée? Qui est impliqué dans cette cellule? Comment est-ce que vous la gérez opérationnellement au quotidien? Oui, alors en fait, j'appelle ça un board office. Donc, j'ai recruté 3 personnes, enfin, j'ai choisi 3 personnes dans l'organisation qui me semblaient avoir le profil pour ça. Certains appellent ça des Programme Management Office ou Oui, Chief of Staff. Dans certains, ils appellent Chief of Chief of Staff pour Staff? les silos, D'accord. vous savez. C'est Ouais. le bras droit. Donc, c'est souvent des jeunes talents qu'on veut développer. Ça les expose énormément à tous les types de sujets d'entreprise, puisque c'est des sujets stratégiques qui couvrent toutes les dimensions. Donc, nous, on a des dimensions sur l'engagement des hommes. Ça, c'est très important. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais la stratégie, tout ça, c'est très bien. Il y a aussi une dimension très importante, c'est la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, elle est même encore plus puissante que la stratégie et elle est basée sur, chez nous en tous les cas, l'engagement des hommes. Donc, il y a tout un volet sur Great Place to Work, des initiatives qu'on met au niveau de l'engagement de nos équipes. Ensuite, il y a les territoires clés sur lesquels on veut suivre, les US, la Chine et les pays émergents. Donc là, par exemple, on a mensuellement un point de revue sur les US et trimestriellement sur la Chine. Donc, on organise une demi-journée où ils nous présentent l'avancée des plans opérationnels, qu'est-ce qui se déroule, les lancements de produits, les positionnements de prix,
les investissements commerciaux, etc., les campagnes. Donc, cette équipe du board office, elle s'occupe d'organiser les agendas, d'actualiser les suivis, de vérifier que les plans d'action qu'on a discutés pendant la réunion sont mis en route, sont faits, sont réalisés. Donc, il y a une vraie rigueur de discipline d'exécution derrière. Quand il y a des écarts, il relance, il vérifie que les choses progressent et voilà, il ne laisse pas les balles non renvoyées, on va dire. Toutes les balles sont jouées. Les projets Donc, c'est organiser les agendas, c'est suivre les suivis, vérifier les plans de progression des plans d'action et s'assurer que tout ça avance. D'accord, donc là j'ai une petite équipe board office de 3 personnes, c'est ça? Et ensuite les projets opérationnels, est-ce qu'ils sont pris en charge et pilotés par des opérationnels en fonction, ou est-ce qu'il y a des chefs de projet dédiés sur chacune de ces initiatives? C'est les équipes ensuite qui prennent. Par exemple, dans le programme Chine, pour doubler ou tripler la Chine, on a à la fois des plans de R&D qui sont des nouveaux produits. Donc, on a identifié les priorités pour être sûr que ça ne soit pas embolisé et qu'on ait défini les bons projets. Et les projets d'acquisition, donc là, il y a une équipe de M&A qui gère. On leur dit, voilà, ça, c'est des cibles, des priorités. Donc, on fait des revues des cibles potentielles d'acquisition en Chine. Ça, c'est revu. Il y a les investissements commerciaux où on dit, par exemple, l'an prochain, on va mettre 25 vendeurs de plus en Chine. Donc, au niveau budgétaire, on est en train de cadrer les investissements budgétaires qu'on est en train de soumettre au conseil d'administration au mois de décembre pour pouvoir avoir 25 vendeurs de plus en Chine. Enfin, voilà. Donc, chaque organisation joue sa partition d'une certaine manière. Le board office, c'est un peu comme le chef d'orchestre qui vérifie que chaque partition est jouée au bon moment, au bon niveau et qu'il n'y a pas de notes qui sont ratées. Voilà. Très clair, très clair. Parlons maintenant un peu de management et d'engagement. Les sujets humains sont très importants pour vous. Vous parlez notamment de Darwin dans votre management. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept de Darwin dans le management? Oui, enfin, alors il y a deux sujets. L'engagement des hommes, j'ai déjà vous expliqué ce que, pour moi, c'est vraiment très important parce que c'est comme ça que ça marchait chez Virbac. On a envoyé, le groupe s'est construit en envoyant des patrons dans les filiales. Et ces patrons dans les filiales sont partis avec une mallette il y a 30 ans et ont monté le business. Et donc, ont eu une autonomie totale. Et c'est le mot autonomie qui est important. Parce qu'avec l'autonomie, c'est créer un niveau de responsabilisation et d'engagement juste inégalable. Et je peux parler de ça bien parce que je viens d'un groupe qui au départ était pharmaceutique humain et le vétérinaire était une division de la pharmacie. Et donc, c'était un peu la dernière roue de la charrette. Quoi. Et quand j'ai été nommé patron d'une filiale, on était patron d'une filiale dans un groupe pharmaceutique, en fait, on était patron commercial, puisqu'on avait toutes les activités business, mais il n'y avait pas les activités juridiques, ressources humaines, finances, qui étaient pilotées par la partie humaine. Et chez Virbac, quand j'ai débarqué en Espagne, j'étais patron de la filiale, mais je n'avais pas de téléphone, mon outil informatique ne marchait pas, il a vu que je me débrouille. J'étais patron de tout, de A à Z. Des problèmes juridiques, des problèmes de ressources humaines, des problèmes d'informatique, des problèmes de tout. Donc, c'était, voilà. Et donc, je crois que ça crée beaucoup d'engagement. Et ce qui fait qu'on réussit énormément chez Virbac, je crois que c'est cette culture d'entreprise où les gens sont passionnés par la société. Et ils sont passionnés par la société parce qu'ils voient qu'ils font une différence. Ils marquent la société. Et ça, c'est lié à toute l'histoire qui s'est déroulée de ce niveau d'autonomie, délégation, d'autonomie et de confiance qu'on a donné aux gens et qui leur a permis voilà, de faire la différence et donc de s'engager. Par rapport à Darwin, c'était juste de dire que pour moi, la meilleure stratégie, c'est la nature. J'ai toujours été un peu, je ne sais pas quel est le mot, surpris en tout cas, de voir beaucoup de leaders affirmer avec beaucoup d'autorité leurs convictions. Et je trouve que Darwin prêche plutôt l'humilité. Et moi, quand je réfléchis à la stratégie Virbac, à une époque, je ne le dis plus maintenant parce que c'est mal compris, mais je disais, notre stratégie, c'est de ne pas en avoir. Et par ça, je veux dire, il y a tellement de disruption, il y a tellement d'innovation, il y a tellement de concurrence, il y a tellement un contexte changeant. On est dans un monde que je qualifie d'AVUCA. Alors, pourquoi AVUCA? Parce que le terme consacré, c'est VUCA. Et pour moi, dans VUCA, alors pour ceux qui ne savent pas, VUCA, ça veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est le monde dans lequel on évolue. Alors, c'est des terminologies anglaises, mais on les retrouve en français. Donc, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer le monde en 2-3 minutes. Et c'est un des problèmes qu'on a au niveau politique, hein, quand on essaie de simplifier les messages. Et je me suis permis de rajouter le A devant pour en accélération. Parce que ce que je pense qui est encore plus marquant, c'est qu'on est dans un monde qui est en accélération permanente. Et donc, il a toutes ces caractéristiques-là, mais en plus, il change tout le temps et dans un monde qui est très complexe. Et donc, de penser qu'on peut savoir ce qui va se passer demain et de déterminer une stratégie un petit peu péremptoire
de leader m'a toujours surpris. Alors, moi, j'ai beaucoup plus d'humilité et donc on est beaucoup plus darwinien dans le sens où je définis la stratégie comme une succession de décisions intelligentes prises à l'instant T et qu'on met en cohérence a posteriori. C'est très différent, ça oblige à beaucoup d'humilité parce que c'est à dire non, je ne sais pas mieux que les autres, en tout cas, je ne sais pas mieux que le marché et je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qui va se passer. Donc, nous, on a cette humilité de prendre des décisions intelligentes ou qu'on croit intelligentes, mais on les prend de manière intelligente à l'instant T et a posteriori, on regarde derrière, on dit bon, ben, l'ensemble de ces décisions, elles s'expliquent comme ça et cette mise en cohérence, c'est ça la stratégie. Parce que quand on voit les stratégies qui ont réussi des grands leaders, c'est les 1% des stratégies qui ont réussi. Et les mêmes méthodes ont conduit 99% d'entre eux à se planter. Voilà. Et on ne parle pas qu'il y a des 99, on parle même. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est très très bien dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Et j'ai un autre exemple comme ça. Un jour, un financier était sur le Time Magazine, en couverture du Time Magazine, parce que ce monsieur avait battu le marché pendant 15 ans avec ses investissements. C'est-à-dire qu'il avait fait mieux que la bourse pendant 15 ans. Et c'était mathématiquement impossible. Enfin, on ne battait jamais le marché. Et donc, on a dit, c'est un génie. Voilà, ce monsieur-là est un génie. Il a battu la bourse avec ses investissements pendant 15 ans. Et il y a un petit mathématicien qui s'est amusé à faire un petit jeu. Il s'est dit, avec le nombre de financiers dans le monde, si je répartis la courbe, la distribution des populations comme une courbe gaussienne, hein, donc distribution de Gauss. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la distribution en cloche. Hein, c'est-à-dire que vous prenez un axe, quel qu'il soit, et vous répartissez une population. Ben, vous avez une moyenne. C'est là où il y a le plus grand nombre de gens qui se concentrent. Et puis, vous avez des extrêmes. Vous avez des points à droite et à gauche. Il dit, ben, de manière purement aléatoire, si on avait réparti les financiers dans le monde, il y aurait eu, même avec les pires méthodes du monde, quelqu'un qui aurait battu le marché pendant 15 ans. C'est juste qu'on a retenu ce point-là a posteriori, on fait un génie. Il n'est pas plus génie que les autres, il n'a pas de meilleure méthode que les autres, il est juste celui qui est tombé dans la distribution gaussienne. Voilà. Donc ça, quand on regarde ça comme ça nous dit quoi? Ça nous dit, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est attention aux décisions péremptoires et aux convictions trop fortes dans un marché changeant. Soyez humble, adaptez-vous aux circonstances au moment où vous prenez la décision, prenez des décisions intelligentes, toujours dans le contexte dans lequel vous les prenez. Et la stratégie, ça sera d'expliquer a posteriori comment vous mettez en cohérence la succession des décisions prises. Attention aux décisions péremptoires. Alors, je voudrais revenir sur l'engagement, parce que nous, on travaille avec un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques et de façon assez générale, on observe une standardisation de plus en plus importante des processus et des méthodes, et notamment des processus et des méthodes commerciales. Et il y a de moins en moins d'autonomie donnée aux responsables commerciaux pays, parce que les méthodologies sont maintenant déployées au niveau mondial. Donc l'approche de Virbac pour ça est tout à fait différente. Et comment est-ce que vous réussissez à travailler sur l'excellence opérationnelle et donc finalement en abandonnant l'idée d'avoir des synergies ou des apprentissages communs et en laissant autant d'autonomie au pays. Et la deuxième partie de ma question, ça sera, OK, l'autonomie d'un patron pays, on peut l'imaginer, mais comment est-ce qu'on transmet cette culture au niveau inférieur à un directeur régional ou à un visiteur médical qui va rencontrer les vétérinaires? Comment on lui transmet ce sentiment d'autonomie? Oui, alors déjà, ça c'est un élément extrêmement important. Hein. Nous, quand on a racheté une société en Inde, pour donner un exemple, c'était la division vétérinaire de GlaxoSmithKline, et on a triplé les ventes en quelques années. Et en fait, la raison, c'était qu'on a libéré les énergies. Cette boîte était impactée par le poids administratif de la maison mère pharmaceutique, et quand nous, vétérinaires désorganisés et je ne veux pas dire mal foutu, mais sans process, ben, les gens ont fait un peu ce qu'ils voulaient et ça a marché beaucoup mieux. J'exagère un petit peu dans la manière de le dire, mais il y avait un peu de ça. Donc, pour en venir à votre question, pour moi, dans une stratégie, il y a aussi 3 axes. Il y a l'axe produit, il y a l'axe coût et il y a l'axe client. Pour faire simple, il y a soit vous avez un leadership d'innovation et vous êtes sur une innovation technologique de produit, vous différenciez sur le produit. Et ça doit être globalisé, à mon sens, ou le plus globalisé possible. Alors, quand je dis globalisé, ce n'est pas vrai tout le temps, ça dépend des productions. Par exemple, le chien-chat, c'est assez globalisé. Le poisson, ce n'est pas globalisé du tout. Vous avez du saumon en Norvège et en Chili, et vous avez du tilapia en Afrique et au Brésil, et vous avez de la carpe au Chine. Donc, le même produit ne sera pas mondial, ne sera pas global. Donc là, il faut accepter que vous ayez des réponses locales et que vous écoutiez les marchés locaux et que vous adaptiez aux marchés locaux. Donc, il n'y a pas de réponse one size fits all. Et puis, il y a la stratégie de coût qui consiste à avoir le low cost, et je pourrais vous parler de low cost, c'est quelque chose d'intéressant, c'est très souvent peu compris le low cost. Hein.
c'est pas baisser les prix, c'est avoir une offre épurée, d'avoir une offre simplifiée qui réponde aux besoins et qui fait que parce que l'offre est épurée, il y a moins de coûts et parce qu'il y a moins de coûts, on peut baisser les prix. C'est pas juste l'idée de baisser les prix. Donc ça, c'est un concept intéressant, c'est le leadership de coût. Bon. Nous, on a fait ni l'un ni l'autre. On a choisi le leadership client. Le leadership client, c'est quoi? C'est de dire qu'on veut être les meilleurs du monde dans la relation au client. Et bien, le client, il n'est pas unique, il n'est pas le même. Si vous prenez un fermier indien et un fermier américain, ce n'est pas les mêmes. Et si vous prenez un fazendero brésilien et un chinois, ce n'est pas les mêmes. Et donc, si vous voulez avoir un leadership client, vous êtes obligé d'avoir une approche, pareil, humble d'une certaine manière, mais surtout à l'écoute du client, qui lui-même étant différent et régional ou local, vous devez avoir des approches locales. Donc, il est vrai que sur la dimension commerciale, on ne cherche pas les synergies. On cherche les synergies au niveau des produits, parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement, et donc ça coûte très, très cher. Donc là, on essaie d'avoir un maximum de synergie mondiale au niveau des produits, mais surtout pas au niveau des clients. Les clients, on leur laisse, et la relation client, beaucoup de proximité. Et ensuite, le conseil que je pourrais donner à vos équipes, aux auditeurs, c'est de simplifier. La première fois que j'ai pris le CRM France sur nos commerciaux, on leur demandait de lister tous les produits, tous les feuillets qu'ils avaient présentés ou tous les produits dont on avait parlé. Moi, j'ai dit d'accord. Donc, on a une base de données hyper riche. On sait de quoi parlent les vendeurs tous les jours. Et on en fait quoi? C'est quoi la stat derrière qu'on analyse et qu'est-ce qu'on en tire comme profit? L'information tue l'information. Je crois qu'aujourd'hui, on a des outils informatiques tellement puissants, on collecte de la data partout, et on n'en fait pas un dixième. Et ce qui me fait peur, c'est que le jour où les outils feront même les analyses, alors là, on ne sait pas où on débarquera. C'est un débat philosophique pour un autre jour. Voilà. Mais tout ça pour dire que moi, quand j'ai repris ça, j'ai simplifié à mort. Et le CRM espagnol, par exemple, je l'ai appelé Passo. Et Passo, ça veut dire le pas, hein, un pas, c'est tout ça. Il y avait 4 étapes. Alors, je le fais de mémoire. P, c'était planification, parce que je pense que ce qui est le plus important dans une visite au client, c'est la planification de la visite. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'y vais? Et quand je vais sortir de la réunion, est-ce que je vais dire que j'ai réussi ou pas ma vente ou ma visite? Basé sur quels critères? Si vous n'avez pas défini ça à l'avance, vous ne pourrez jamais dire je suis content ou pas content de ma réunion. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Il faut que vous alliez dans la réunion ou dans la visite avec le vétérinaire ou votre client en ayant des objectifs en tête. C'est quoi que vous voulez faire? Donc, c'est la planification, le P de planification. Le A, c'était juste le A de action, c'est l'acte de la réunion, qu'est-ce qui se passe, comment ça se comporte, etc. Le S, c'était pour le suivi, très très important le suivi, et c'est là où vous pouvez dépasser les attentes. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, vous m'envoyez ce fichier-là, vous lui envoyez le fichier, puis vous lui envoyez un ou deux autres fichiers qui correspondent à ce qu'il attend, aux questions qu'il a posées, et là vous pouvez dépasser les attentes, les expectatives des gens. C'est là que vous marquez des points. Et derrière le suivi, qui est très très important, et qui permet ensuite d'ailleurs de reboucler avec la préparation de la visite suivante, il y avait le haut d'opportunité. Donc en fait, mon CRM, c'était Passo. Qu'est-ce que je Et moi, c'était très quali, c'est-à-dire que c'était plutôt des espaces en blanc où les gens devaient définir ce qu'ils voulaient faire, plutôt que cocher des cases bêtes et méchantes où vous rendez les individus bêtes et à la fin, vous n'en tirez pas beaucoup d'éléments. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison. Hein. Je dis juste que je prêche la simplification outrance et l'apport de valeur pour que ça soit un vrai outil utile à la personne. Pour moi, le CRM, il doit être utile à celui qui l'utilise, à son chef. Il doit être utile au vendeur. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, les résultats sont là au niveau mondial. Un immense merci Sébastien, on arrive à la fin de notre demi-heure. On a deux questions qu'on pose systématiquement à tous nos invités. La première, c'est quelle est votre plus belle expérience de management? Alors, je ne sais pas si j'en ai une belle, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a vraiment intrigué, intéressé, c'était de voir les différentes expériences de management. J'ai eu un leader charismatique au Brésil avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup appris, mais qui s'était mis en opposition au siège, c'est-à-dire on était la filiale intelligente, brillante, agile, et puis le siège, il ne comprenait rien, il ne suivait pas. Et donc, ça avait créé un charisme, un leadership incroyable, mais c'était en opposition à quelque chose. Et puis ensuite, j'ai vu un management aux États-Unis qui était beaucoup plus humble, inclusif, participatif. Et donc, j'ai valorisé d'autant plus ça. C'est moins puissant, c'est moins facile, mais c'est plus valorisant et c'est plus vertueux. Et donc, voilà, donc c'était plutôt de voir des styles de management différents que j'ai trouvé très intéressants. Et je dois dire que d'arriver à créer un management qui ne soit pas en opposition à quelque chose, c'est quelque chose que j'admire. Voilà. Et est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire particulièrement? J'aime bien la citation qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Voilà, c'est peut-être ma préférée. Je l'ai mis sur
sur mon profil WhatsApp avant, tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est un proverbe indien qu'on a attribué à Mère Teresa, etc. Mais il y a beaucoup de manières de le comprendre, d'interpréter. Et ma manière à moi était de dire, ben justement, si c'est pas donné, c'est d'une certaine manière vendu, donc il y a une transaction, et ça se termine avec transaction. Vous allez donner quelque chose, et puis vous avez reçu quelque chose, c'est fini. Alors que quand vous l'avez donné, ça laisse une porte ouverte sur l'avenir, et ça vous revient un jour ou l'autre de manière différente. Voilà. Après, il y en a plein hein, pour vos équipes, mais c'est là que j'aurais pris. Très jolie, très jolie, très jolie citation. Un immense merci Sébastien. Si vous avez encore quelques minutes, on va pouvoir répondre aux questions des auditeurs. Quelques idées bonus, du Lean à l'excellence opérationnelle, un ouvrage de Jean-Louis Arosio paru récemment. Un podcast sur l'excellence opérationnelle de Richard Fontaine, 2019, 5 épisodes qui font 10-15 minutes à retrouver sur vos plateformes de podcast. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de GoToWebinar et Edouard va nous les transmettre. Edouard, est-ce qu'on a déjà des questions du public? Oui. Alors, première question. Si demain j'accepte un poste de PDG, quels sont vos conseils pour les fameux 100 premiers jours? Alors, les conseils pour les fameux 100 premiers jours, c'est d'aller à l'encontre de vos équipes. Et alors, à l'encontre des équipes, ça dépendra de quelle société ou pas, mais ça commencera par beaucoup écouter, faire parler les personnes, et pas uniquement vos direct reports, tourner dans les filiales, aller rencontrer les équipes sur le terrain. Voilà, aller prendre le pouls des équipes et bien comprendre les forces et les faiblesses de votre organisation. Je pense que c'est ça que je ferai en tout premier lieu. Il n'y a pas la pression des 100 premiers jours. En fait, l'histoire des 100 premiers jours, ça aussi, c'est un concept un petit peu théorique qui s'avère vrai, hein, mais qui s'avère vrai parce que c'est vous qui allez perdre de l'énergie, c'est vous qui allez perdre du courage et c'est vous qui allez perdre de l'objectivité, la distance. Donc en fait, ce qui vous limite dans les 100 jours, c'est vous. C'est-à-dire après 100 jours, vous aurez plus de mal à prendre des décisions, à faire du changement. Mais le reste, ça ne change pas. Vous n'allez pas être PDG pour 100 jours. Donc après le 101e, 102e jour, si vous voulez encore prendre des décisions courageuses et impactées, vous pourrez le faire. La difficulté, c'est que plus vous allez dans la chose, plus vous allez écouter des versions peut-être différentes, conflictuelles, et puis plus vous allez être hésitant à prendre des décisions. Et là, vous avez vos convictions propres, elles s'affirment rapidement dès le début. Et après 100 jours, c'est un peu plus difficile de continuer à faire du changement en profondeur courageux. Mais donc, moi, mon conseil numéro un, c'est surtout d'aller écouter. Et vous savez, la qualité numéro une pour un PDG, c'est l'humilité. Ça vient de GE, alors je ne l'approprie pas, mais c'est General Electric qui a des listes de compétences, de compétences. Et autant il faut de l'assertivité et une capacité à diriger quand vous êtes au début de votre carrière pour marquer la différence et vous imposer, autant quand vous arrivez en haut de l'organisation, il faut beaucoup plus d'écoute et d'humilité pour être capable de prendre les bonnes décisions, parce que chaque décision a plus d'impact. Voilà. Donc j'irai à l'écoute des équipes premièrement, et après j'essaierai de monter un projet fédérateur. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est ça. Ce qui tire les équipes ensemble, c'est d'avoir un projet fédérateur qui puisse transcender les différences des uns des autres et d'engager tout le monde derrière ça. Prochaine question. Quel est pour vous le secret, avec des guillemets, pour garder la flamme collective au sein de l'entreprise? C'est simplement pareil. Hein. C'est que les gens se sentent écoutés, importants et qu'ils savent que ce qu'ils font a un sens. Voilà. C'est pas, les personnes ne sont pas des numéros dans un truc et puis ils ne sont pas dans une machine, ils existent en tant qu'individus. Donc c'est aussi très important que le CEO passe du temps aussi à ça. Moi je crois que ça m'est facile par nature, donc j'ai pas de, voilà, je bénéficie de ça, mais j'ai un contact facile, je suis très approchable, je parle facilement avec tout le monde et ça aide les personnes à se sentir importantes et donc ça les aide à donner plus d'elles-mêmes. Alors, prochaine question. Comment vient s'inscrire des événements de force majeure comme la récente crise sanitaire dans des plans à long terme? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour répondre parce qu'en fait, nous, ça nous a aidés. Et en fait, je peux vous dire ce qu'on a fait au début parce qu'on ne savait pas comment ça se fait au début. Au début, justement, c'est la force de Virbac. On a été extrêmement réactifs. On a tout coupé.
On a tout coupé parce qu'on s'est dit, on ne sait pas comment ça se passait. Donc, quand je dis tout coupé, on a mis le chômage technique en place, on a arrêté les déplacements, on a mis énormément de normes sanitaires en place. Alors, c'était facile pour nous parce qu'on est dans le marché de la santé animale. Donc, le coronavirus, on connaît ça par cœur. On a des vaccins à base de coronavirus. Donc, on savait comment s'y prendre. On a fait beaucoup de formations, on a expliqué aux gens, on a pris beaucoup de mesures. Donc, ce que je pourrais simplement dire quand il y a un cas de force majeure, c'est la citation de Winston Churchill, c'est prepare for the worst and hope for the best. C'est-à-dire, préparez-vous au pire et espérez le meilleur. Mais préparez-vous au pire. Et c'est ce qu'on a fait. Et après 3, 4, 5 mois, on a vu qu'on avait pris des... C'est pour ça que l'année 2020 était très, très bonne aussi, d'ailleurs, parce qu'on a pris beaucoup de mesures en s'imaginant le pire. Et comme le pire ne s'est pas produit, ben, on a eu une année assez extraordinaire en 2020. Et là-dessus, 2021 aussi très bon. Ça serait ça mon conseil. Après, je ne suis pas la meilleure personne parce que je sais que, par exemple, des sociétés comme Amadeus, dans le transport, ils ont une activité à moins 40, moins 50. Là, je ne sais pas comment on aurait réagi. Il y a un moment, on ne pouvait pas faire des miracles. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est les visions à long terme. Il faut qu'on ait une vision à long terme et accepter qu'il y a des coups dans la vie, il y a des coups. De temps en temps, vous prenez un coup et puis il faut faire le dos rond et attendre. Il ne faut pas surréagir dans un monde où tout est rapide, tout est pour demain. Il y a les vraies valeurs, les vraies belles choses, elles se construisent dans le temps. Quel impact ont eu vos études de vétérinaire dans votre fonction de PDG chez Virbac? Ben, je dirais en fait que ça m'a aidé sur la partie technique. Donc, en fait, j'ai toujours essayé d'avoir le triptyque. Il y a un triptyque technique de connaissances scientifiques, il y a un triptyque commercial de tout ce qui est marketing, vente, etc. Et puis un triptyque financier. Ça ne prend pas celui-là. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mes études de vétérinaire, je me suis dit, je fais un MBA en quoi? En marketing ou en finance? Bon, le marketing, pour moi, c'était beaucoup de bon sens. Donc, j'ai passé 2-3 ans sur le terrain à écouter les clients, à écouter les vétérinaires, à écouter les fermiers, etc. et à poser beaucoup de questions. Et quand vous écoutez ça, il y a beaucoup de bon sens derrière. La finance, ça s'apprend, ça ne s'invente pas. Donc, j'ai fait mon MBA en finance pour ça. Et donc, ce que je peux dire, c'est que les études vétérinaires, ça m'a aidé à avoir un regard critique, on va dire, ou scientifique sur ce qu'on me racontait, des bons choix technologiques, des bons choix de segments, de ce qui se passait. Et au-delà de ça, pour les enfants de ceux qui nous écoutent, je recommande fortement les études vétérinaires comme études biologiques, parce que dans le monde de l'intelligence artificielle et de la data, je trouve que c'est un avantage incroyable que de comprendre comment la biologie fonctionne et le monde fonctionne. Comment succède-t-on à un leader charismatique? On ne cherche pas à être pareil. D'abord, on doit toujours chercher à être soi-même. Et il n'y a qu'en étant soi-même qu'on sera bon. Voilà. Après, on peut travailler sur soi-même et s'améliorer. Dans les autres citations, je n'ai pas cité. La deuxième citation que j'aime bien, c'est le plus grand voyageur du monde, c'est celui qui a réussi à faire le tour de lui-même. C'est Confucius. Elle est pas mal, celle-là aussi. C'est le plus grand voyageur du monde, c'est celui qui a réussi à faire le tour de lui-même. Donc, apprendre à se connaître. Mais il ne faut surtout pas regarder. Moi, je suis passé après un CEO qui avait 20 ans presque de présidence et on m'a dit voilà, ça va être très très dur, il remplit les chaussures sont très très grandes et effectivement il avait une approche différente, il a très bien construit Virbac et développé Virbac, mais j'ai pas cherché à être lui, j'ai cherché à être moi avec mes forces et mes trucs et sur certaines dimensions il est beaucoup plus comment dire, pertinent que moi et sur d'autres je le suis plus que lui et donc il faut voilà, moi je dirais qu'il faut pas chercher à être ce qu'on n'est pas, il faut chercher à ce qu'on est et construire sur ses forces. Et pardon, je peux rajouter, et vous équiper autour de vous des personnes qui compenseront vos faiblesses. Voilà. Si vous n'êtes pas charismatique, prenez un directeur de la com qui est charismatique et qui va vous aider à porter les messages et à les faire porter bien. Quelles sont les causes d'échec les plus fréquentes dans la mise en place d'un plan d'excellence opérationnelle? C'est qu'on ne fait jamais ce qu'on dit. Il y a un bouquin là-dessus. The Gap Between Knowing and Doing. L'écart entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. On sait ce qu'il faut faire, on dit on va le faire et on ne le fait pas. Moi, je crois que c'est l'échec numéro un, c'est ça. C'est pour ça que je parlais du board office tout à l'heure et de ce qu'on a fait, parce que je pense qu'on n'est pas plus intelligent ni plus brillant que les autres. Alors, on est peut-être plus petit, donc on est plus près des clients, des vraies réalités. On a peut-être moins de process qui écrasent tout. On accepte plus, on est plus tolérant. On accepte peut-être plus les différences locales et donc on parlait d'excellence opérationnelle au niveau de la proximité client, etc. Mais derrière, on est extrêmement rigoureux. Enfin, moi, je walk the talk. Hein, je pense que l'actif des personnes qui nous écoutent, enfin, l'actif des individus, c'est leur réputation. Disons que ça. Vous voyez, une société, elle a des actifs qui sont les immeubles, les outils, l'intelligence intellectuelle, la propriété intellectuelle, je veux dire. Elle a plein d'actifs.
nous, les humains, on a un actif, c'est notre réputation. Et la réputation, pour moi, elle se définit comme étant faire ce qu'on dit, et puis dire ce qu'on fait aussi quand on est transparent. Mais faire ce qu'on dit. Et souvent, on dit des choses, on ne les fait pas derrière. Donc, ça serait, à mon avis, la première raison d'échec. Quelles sont les qualités d'un bon manager commercial et d'un bon commercial également? Alors, un bon manager commercial, c'est manager ses ressources. Et ses ressources, c'est du temps, c'est de l'argent souvent, et c'est des équipes. Et donc, c'est arriver à optimiser et obtenir le meilleur rendement de ces choses-là. Et ce qui est difficile, je trouve, enfin, en tout cas, ce qui n'est pas facile pour la partie commerciale, c'est que moi, les meilleurs vendeurs que j'ai vus et les meilleures équipes commerciales que j'ai vues, c'est des gens qui arrivaient à la fois à manier l'écoute, donc l'empathie, l'écoute du client, l'écoute de la direction, l'écoute des objectifs, et en même temps, une assertivité incroyable, c'est-à-dire arriver à imposer, à clore la vente, et pas à écraser l'autre, mais à l'imposer, quoi, hein, où l'autre n'arrivait pas à dire non. Donc j'ai trouvé qu'il y a des personnes qui sont plus douées pour ça, et voilà, donc c'est quelque chose qui se travaille, j'imagine. Comment impliquez-vous votre écosystème client, partenaire, fournisseur dans un programme d'excellence? L'excellence, pour moi, je la découpe en fonction de ce qu'on cherche à faire. Par exemple, dans l'industriel, l'excellence industrielle, c'est d'arriver, par exemple, à avoir des lignes de production qui soient occupées à 90% du temps, ni à 50, ni à 120. Parce que quand vous êtes à 120, vous travaillez la nuit, le week-end, et donc ça coûte plus cher. Quand vous êtes à 50, les frais ne sont pas amortis parce que le CAPEX qui a été mis pour la ligne n'est pas là. Donc l'excellence opérationnelle pour moi, c'est d'être le plus performant possible sur les axes. Donc ça dépend. Plus vous allez être dans une vision écosystème très large de tout, plus vous allez avoir du mal à vraiment aller chercher l'efficacité. Je crois qu'elle se construit bottom-up. Donc, je suis plutôt d'avis de dissocier en fonction des fonctions et de ce qu'on cherche à faire pour aller chercher l'excellence sur un domaine. Et là, après, bien sûr que ça n'empêche pas de le faire avec les fournisseurs et les partenaires. C'est pas ça que je dis. Si vous avez, par exemple, il y a des cas où nous, on lance des produits et on ne sait pas ce que ça va devenir. On peut intéresser le partenaire au profit futur. Et auquel cas, il sacrifie ses marges au départ et nous, on sacrifie nos investissements CAPEX, on est dans le même bateau et à la fin, on partage un gâteau plus grand tous ensemble. Donc, ce n'est pas contre le fait qu'on implique ou pas les parties prenantes. Hein. C'est juste que ça dissocie métier par métier ou fonction par fonction. Dans un environnement boursier court-termiste, comment redonner du sens à la vision de l'entreprise pour engager durablement les salariés? Se foutre de la bourse. Nous, on se déconnecte de la bourse, hein, sérieusement. Et je vais vous dire une chose, hein, la bourse, elle n'est pas stupide. Hein. Elle se trompe, elle est stupide à un instant T. Alors ça, pour ça, elle est en hyperaction totale. Mais dans le long terme, elle ne se trompe pas beaucoup. Donc, ce qui fait monter la bourse, c'est deux choses. C'est la confiance absolue dans le management et ce qui est fait par la société et les résultats. Parce que s'il y a un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites, il n'y a pas de confiance. Donc, c'est les résultats. Et les résultats, c'est créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est surtout pas s'occuper de demain matin. C'est réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour être le meilleur du monde dans 6 mois ou dans un an, ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, c'est vraiment pas se préoccuper du court terme. Alors, je dis ça, c'est facile, puisque j'ai un actionnaire majoritaire qui est familial et qui a un mandat long terme. Donc, voilà, je suis humble par rapport au fait que si je suis dans une société très court-termiste avec des fonds court-termistes, c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est moins le monde d'aujourd'hui quand même. Hein. Le monde d'aujourd'hui cherche de plus en plus la responsabilité environnementale, sociale, gouvernementale. Donc, on est quand même plus dans une tendance à valoriser le moyen long terme. Et donc, je pense que c'est notre responsabilité de le faire. C'est notre responsabilité de découpler de ça et de ne pas regarder la bourse tous les jours, mais de réfléchir à quelles sont les actions qui vont créer de la valeur. Et c'est en ayant ce mindset, cette attitude-là, que vous réussirez. Dernière question. Sébastien, oui, dernière question, on arrive à la fin. J'en prie, C'est la dernière. Quels sont vos principaux KPI pour mesurer l'excellence opérationnelle? Là, c'est pareil, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Je crois que ça dépend vraiment du secteur. Par exemple, dans le secteur industriel, les KPI qu'on met, c'est l'évolution des cost of goods, donc les dépenses, c'est les niveaux de stock qu'on a, parce que c'est du capital immobilisé, les stocks. C'est les niveaux de destruction, voilà.
Donc, on a aussi des KPI sur les taux de rotation des équipes, etc. Enfin, voilà, il y en a plusieurs, une quinzaine. Hein, je ne vais pas vous les citer tous les 15. Voilà. En commercial, je dirais que ça serait, je ne sais pas, il faudrait que je les réfléchisse, mais moi, je serais très à regarder la marge extraite par territoire. Alors, il faut les ramener au portefeuille comparable, il faut les ramener à plein de choses. Après, est-ce que c'est au nombre de visites ou pas? Je ne sais pas. Par exemple, j'ai vu je vous dis ça pour vous aider vos auditeurs, j'ai vu des très bons vendeurs qui mettaient 4 visites à vendre le produit. Et j'en ai d'autres qui le vendent à la première visite. Et au début, quand on regarde les KPI, on dit putain, celui-là, il est mauvais, on va le virer. Mais en fait, ils construisaient la relation de manière très différente, mais après, c'était hyper puissant. Donc là aussi, attention aux KPI réducteurs. Il faut en avoir plusieurs pour avoir une bonne compréhension du sujet et dans le temps. Il y a des vendeurs qui sont très forts pour vous mettre du produit le lendemain matin, et il y en a d'autres qui mettent beaucoup plus de temps à le mettre. Une fois qu'il est mis, il est mis pour très longtemps. Il y a des techniques de vente différentes, plus techniques ou plus commerciales. Voilà. Bon. Il n'y a pas une réponse, c'est toujours pareil. On est dans un monde assez complexe et ambigu. Il faut analyser tous les KPI pour bien comprendre. Et attention, hein, la data ne dit pas tout. Hein. Il faut vraiment aller sur le terrain pour comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je vous en Un prie. immense merci, Sébastien. Cet entretien a été absolument passionnant. On a envie de continuer cette discussion. On aura peut-être l'occasion de vous réinviter d'ici quelques temps pour approfondir ces sujets. Moi, je retiens plein de choses. Je retiens le PASSO, une approche très simple pour structurer son CRM. Et Dieu sait que des CRM complexes, on en voit chez nos clients. Je retiens aussi l'autonomie comme source de leadership client. Hein. Vous avez beaucoup insisté sur le leadership client. Et puis votre magnifique citation, tout ce qui n'est pas donné est perdu, de proverbe indien, repris par Mère Teresa. Un immense merci, Sébastien, pour votre intervention aujourd'hui au Masterclass de l'excellence commerciale. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour la prochaine édition. Nous parlerons de Test and Learn, le nouveau livre d'Adilson Borges. Un grand merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine. Très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Bonne fin de journée.